Alors, pour continuer cette session 3, on va maintenant passer à Monsieur Antoine Pudepièce, donc, qui est chargé d'études à Picardie Nature, qui va nous parler donc de la préservation du murin de Bechstein et les gestions forestières mises en place pour préserver ses populations et la biodiversité forestière. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? C'est Oui, parfait, merci. Donc je partage mon écran, je suppose. J'arrive. Excusez-moi. Est-ce qu'on voit bien le diapo ou pas? C'est oui. parfait. D'accord. Bon, bah, je me lance. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter effectivement une étude scientifique qui a été réalisée en Picardie sur les chauves-souris forestières. Et je vais me concentrer sur une espèce, le murin de Bechstein. Donc tout d'abord, le murin de Bechstein, c'est une chauve-souris. Et comme toutes les chauves-souris, comme toutes les chauves-souris, elle est protégée en France métropolitaine grâce au Code de l'environnement. Elle est aussi présente sur la liste rouge nationale en tant que quasi menacée et sur la liste rouge Picard en tant que vulnérable. Donc c'est une espèce qui est menacée et qui nécessite d'être étudiée particulièrement. En l'occurrence, cette étude a été réalisée dans le cadre Natura 2000, puisque c'est une espèce d'intérêt communautaire. On peut voir sa carte de répartition en bas à droite, ici. Donc, visuellement, en Picardie, sa répartition est assez sporadique. Toujours sur le murin de Bechstein, en Picardie, on connaît seulement 4 arbres gîtes de l'espèce, ce qui est assez peu. C'est une espèce qui est inféodée aux vieilles forêts de feuillus et qui utilise les arbres comme gîte. Donc que 4 arbres en Picardie avant l'étude. Comme toutes les chauves-souris, elles se regroupent pour mettre bas, ce qu'on appelle des maternités. Et le murin de Bechstein, en moyenne, a des maternités de 15 à 40 femelles. Pour la survie de l'espèce et pour les maternités, elles ont ce qu'on appelle un réseau de gîtes, ce qui leur permet d'éviter les prédateurs, mais aussi d'adapter leur gîte en fonction des conditions climatiques. Et donc, elles sont fidèles à un réseau de gîtes, donc elles ont besoin de plusieurs gîtes pour mettre bas. Donc maintenant, au niveau du site d'étude, donc le site d'étude, c'est la forêt de Retz, donc à côté de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Et donc c'est une forêt qui est assez grande puisqu'elle fait 13 000 hectares. Elle est gérée essentiellement par l'Office national des forêts et majoritairement en futaies régulières. Le boirier, le chapeau des cordeliers et le bois de Haut-Vison sont les parties Natura 2000 de la forêt. Donc c'est des petites parties, mais nous avons travaillé sur toute la forêt. Donc l'objectif, c'est d'améliorer les connaissances sur le murin de Bechstein pour concilier la gestion forestière et les chiroptères forestiers. Pour répondre à cette problématique, on a mis en place un protocole en 3 parties. La première partie, c'est une étude acoustique pour connaître où est présent le murin de Bechstein dans la forêt de Retz. Et en fonction de ce résultat-là, ça orientera les sites de capture et derrière la télémétrie. Donc en tout, 30 nuits d'écoute ont été réalisées dans la forêt de Retz. Mais pour choisir où mettre les points, on a utilisé le document de gestion de la forêt et on a fait un classement des parcelles grâce à l'âge des bois,
grâce au diamètre moyen des arbres et à l'essence dominante par parcelle. Donc on s'est basé sur l'écologie de l'espèce, vu qu'elle préfère les arbres âgés à gros diamètre et en essence feuillue, majoritairement le chêne puis le hêtre. Ça nous a donné cette cartographie. Et ensuite, grâce à cette cartographie, on a pris 3 zones qui nous semblaient favorables à l'espèce. Il faut savoir que dans ces 3 zones, ces 3 secteurs, ont été définis grâce au domaine vital du murin de Bechstein, mais aussi grâce à la zone de chasse utilisée par le murin de Bechstein en période estivale. Le bois de Haut-Vison a été inventorié de manière acoustique par un bénévole à 100%. Et donc, pour la partie acoustique, je vais présenter les résultats du Boirier et du Taillis d'Ivors, qui, eux, ont été réalisés par les salariés et stagiaires de Picardie Nature. Donc, les chauves-souris émettent des ultrasons pour se déplacer. Et donc, avec des boîtiers, des détecteurs à ultrasons, on a pu enregistrer des contacts de chauves-souris. En tout, sur les 30 détecteurs posés, de 15 au Taillis d'Ivors et 15 au Boirier, 32 000 contacts de chiroptères ont été obtenus, ce qui fait un peu plus de 1000 contacts par détecteur, ce qui est assez impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir qu'il n'y a que 200 contacts environ de murin de Bechstein sur les 32 000 contacts de chauve-souris. La répartition du murin de Bechstein dans les différents détecteurs est très hétérogène, puisque comme on peut le voir dans le tableau présent ici, le Taillis d'Ivors a beaucoup plus de détecteurs qui ont capté du murin de Bechstein. Au Taillis d'Ivors, 86% des détecteurs ont capté du murin de Bechstein, alors qu'au Boirier, seulement 13% des détecteurs ont capté du murin de Bechstein. Le murin de Bechstein émet des cris d'écholocation, ce qui lui permet de se déplacer dans le milieu, en plus de la vue, mais émet aussi des cris sociaux, ce qui lui permet d'interagir avec d'autres individus. Donc, quand il y a des cris sociaux, on sait qu'il y a des individus, plusieurs individus, et donc ça nous incite majoritairement à les capturer vers ces zones-là. Donc, en fonction des zones où on a eu le plus de contacts de murin de Bechstein et le plus de cris sociaux, on a choisi ces zones-là pour aller faire de la capture, pour accroître nos chances de capturer l'espèce souhaitée. Donc, la capture, elle s'est déroulée sur une semaine et 6 nuits. Donc, en 6 nuits, il y a eu 11 murins de Bechstein qui ont été capturés, dont 9 femelles allaitantes. Chaque individu capturé, on lui a pris des mesures biométriques pour améliorer les connaissances au niveau national. Et on a équipé les 9 femelles allaitantes d'un émetteur radio dans son dos. Donc voici une vidéo où on est en train d'équiper un murin de Bechstein, comme vous pouvez le voir. Donc voici un murin de Bechstein. Donc là, il a un émetteur derrière le dos. Donc cet émetteur est fixé avec une colle chirurgicale dans le dos. Il ne tient que 2 semaines. Et donc au bout de 2 semaines, il tombe naturellement et la chauve-souris retrouve. Voilà. Donc là, vous pouvez voir aussi qu'il y a une antenne radio, puisque c'est un émetteur radio. Et donc cet émetteur émet à une fréquence très précise. Et donc à l'aide d'antennes râteaux et d'antennes omnidirectionnelles, on peut suivre le signal de l'émetteur, ce qui nous permet de retrouver l'émetteur et donc l'individu dans différents endroits. Donc on l'a suivi la journée pendant qu'il dort, donc il est dans un arbre gîte, et la nuit pendant qu'il chasse, et du coup il est en mouvement. Donc cette carte représente les deux, et sur le secteur du Taillis d'Ivors, donc il y a eu 5 femelles qui ont été suivies en terrain de chasse, et 6 arbres gîtes qui ont été découverts. On peut voir globalement que le murin de Bechstein chasse sur plusieurs parcelles et qu'il chasse dans les parcelles où il y a des arbres gîtes. Pour le deuxième secteur, le secteur de Haut-Vison, là où le bénévole avait effectué l'analyse acoustique et il a eu de bons résultats aussi en acoustique, donc on a effectué la capture là-bas. Il y a 2 femelles qui ont été suivies et il y a 7 arbres gîtes qui ont été découverts. Tous les arbres gîtes ont été découverts au sein même d'une seule parcelle.
ou presque, et le territoire de chasse est aussi très restreint en termes de distance. Et pour finir, le troisième secteur, le secteur du bois-arié, où il y avait peu de contact acoustique, on a quand même réussi à capturer une femelle allaitante de Murin de Bechstein, et on peut voir que l'individu effectue de grandes distances entre son arbre gîte, qui est au sud de la forêt, et son terrain de chasse, qui est ici. Voilà. Donc maintenant, on va comparer un peu ce qu'on a pu voir avec la bibliographie. Donc là, pour faire cette comparaison, on a fait la moyenne de tous les murins de Bechstein des trois secteurs et on a comparé ça avec la bibliographie. Globalement, la moyenne d'un terrain de chasse de nos murins de Bechstein de la forêt de Retz semble être cohérente avec la bibliographie. Pareil pour la distance entre l'arbre gîte et la zone de chasse, ça semble cohérent, puisque en l'occurrence, on a environ 640 mètres de moyenne et c'est maximum 1 km d'après la bibliographie. La distance entre le centre d'activité de la zone de chasse, donc là où l'activité est la plus intense pendant la nuit, et l'arbre gîte est aussi cohérente. Et pareil pour la distance moyenne entre les différents arbres, on est vraiment cohérent avec la bibliographie. Le seul problème, c'est que le murin de Bechstein, en période estivale, a un rayon de dispersion qui est de maximum 2 km. Et donc, probablement, les trois secteurs d'études sont trois secteurs qui sont totalement différents. Et les agréger ensemble pour comparer ça à la bibliographie est probablement une erreur. Donc, on a regardé chaque secteur, comment fonctionnait chaque secteur. Déjà, le taillis d'Ivor, c'est un ancien taillis sous-futé qui est en reconversion en futaie régulière. Et le bois d'Auxvison et le bois Arié, ce sont des sites Natura 2000 qui sont en futaie régulière avec, dans chacun des cas, un projet de réserve biologique intégrale. Un projet qui est avec un projet en réserve biologique intégrale à Auxvison où les arbres sont déjà assez âgés et au bois Arié où les arbres sont en train de vieillir mais sont encore assez jeunes. Donc, au bois d'Auxvison, le mode de gestion, c'est de la futaie régulière. Comme on a pu le voir dans les cartographies de terrain de chasse, les gîtes sont vraiment à proximité des lieux de chasse. Et ils utilisent quasiment que la parcelle en RBI. Autour de la parcelle en réserve biologique intégrale, c'est des taillis. Donc, visiblement, ils ne semblent pas ou très peu utiliser les taillis. Donc l'environnement global, il y a vraiment la parcelle en RBI qui est intéressante, qui semble être intéressante à l'espèce, aussi bien pour le gîte que pour la chasse, mais les autres parcelles aux alentours semblent moins intéressantes. Au niveau du bois arié, c'est un boisement qui est en futaie régulière. Les individus utilisent deux endroits différents pour le gîte et pour le terrain de chasse. Il faut savoir qu'il y a plus de 1 km entre le gîte et le terrain de chasse, ce qui est beaucoup pour le murin de Bechstein. Et donc, ils utilisent la RBI en tant que terrain de chasse et une autre parcelle qui semble moins favorable à l'espèce pour le gîte, ce qui est pas très cohérent pour le murin de Bechstein, puisque effectuer une distance de 1 km entre son gîte et son terrain de chasse est une grosse dépense énergétique. Donc on pense que c'est parce qu'elle n'a pas le choix de trouver un gîte aussi loin de son terrain de chasse qu'elle le fait. Donc globalement, l'environnement général semble peu favorable à l'espèce. Et au niveau du taillis d'Ivor, c'est un ancien taillis sous-futé en reconversion, où là, pour le coup, les gîtes et terrains de chasse sont assez proches les uns des autres. Et les murins de Bechstein utilisent globalement tout le taillis d'Ivor. Et donc, ça semble assez favorable, puisqu'ils ont de l'espace pour chasser et une grande zone aussi avec des arbres favorables. Pour conclure sur les mesures de gestion qui semblent favorables aux murins de Bechstein, on a pu remarquer que les réserves biologiques intégrales
Et donc la libre évolution permet d'avoir des gîtes, mais aussi des habitats de chasse favorables à l'espèce. Donc la sauvegarde de vieux bois est intéressante. Par exemple, au Boirier, où il y a un gîte dans une parcelle qui est peu favorable, où il y a effectivement quelques beaux arbres, ça peut être intéressant de sauvegarder ces arbres assez âgés pour que la maternité puisse garder un réseau de gîtes. Donc voilà. Et il faudrait aussi créer des corridors qui permettent de relier les différents milieux pour qu'il y ait moins de dépenses énergétiques et donc améliorer la survie de l'espèce. De plus, diversifier les modes de gestion semble être quelque chose à mettre en place pour aider le murin de Bechstein qui semble peu apprécier le taillis la futée régulière, puisqu'il y a une grande partie dans ce mode de gestion où il n'y a pas ou peu d'arbres favorables avec de gros diamètres et des arbres âgés. Donc pour effectuer ce diaporama, j'ai utilisé la bibliographie. Et donc l'étude que je viens de vous présenter est sur le site de Picardie Nature, où elle est beaucoup plus détaillée. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver ici. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Il y a des questions, super. Florent, vas-y. Bonjour. Du coup, merci pour cette présentation. J'avais une question donc un peu plus voilà, personnelle. Est-ce que, en dehors du Murrenbergstein, est-ce qu'il y a des espèces de chiroptères qui sont peu ou voire pas affectés par les différents régimes dans les bois, donc de taillis sous futée ou de futée régulière? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui influence énormément les chiroptères en général? Il faut savoir que la gestion forestière a forcément un impact sur ses habitants, que ce soit les chiroptères ou n'importe quelle espèce. Euh, les chauves-souris forestières, comme leur nom l'indique, sont forestières, donc vivent en forêt, aussi bien pour chasser que comme abri, que pour dormir, comme gîte. Et donc, les arbres favorables sont souvent des arbres avec des écorces décollées, avec des loges de pic, avec des rameaux fissurés ou des dendromicro-habitats de manière générale. Et ces arbres-là sont rarement conservés par les gestions forestières, puisque ce sont des arbres qui ont un rendement moindre. Donc la gestion forestière impacte forcément les espèces. Après, c'est pour ça que je pense qu'il faut concilier les deux, c'est le plus important. En faisant par exemple des réserves biologiques intégrales, comme ça a été fait à deux endroits, au Boirier et à Auvison, ou alors des îlots de vieillissement ou de sénescence. D'accord, merci. Wendy, si tu as une question, je t'en prie. Ou mort, peut-être. Oui, Ah, pardon, euh, Elisabeth. ok, on m'entend. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question par rapport au fait que, sachant que les chauves-souris sont des animaux sociaux, et le fait de mettre des émetteurs qui tombent au bout de 2 semaines, est-ce que ça peut du coup influencer les relations entre les individus sur le long terme ou sur la récolte de données? C'est une bonne question. Donc l'émetteur, on ne sait pas s'il a un impact sur l'échange entre individus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on équipe des femelles allaitantes. Si elles sont allaitantes, ça signifie qu'elles ont un jeune dans la maternité. Et souvent, voire même tout le temps, elles reviennent à la maternité pour s'occuper de leur jeune. Donc on suppose que si elles arrivent à revenir à la maternité, c'est qu'elles ne sont pas exclues de celle-ci. Mais ça a déjà été observé plusieurs fois que des individus, le lendemain ou le surlendemain de la pose de leur émetteur, ne soient pas dans la maternité, mais dans des gîtes annexes et reviennent seulement quelques jours après. Je ne sais pas si c'est lié au social, à l'échange entre individus, ou plutôt au fait qu'ils soient gênés par la pose de l'émetteur et, et qu'ils s'adaptent après. Ok, merci pour votre réponse.
Mort, si tu as une question, on t'écoute. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, je vais avoir une question. Au début, vous avez développé que le mérine de Preston est une espèce d'intérêt communautaire. Je voulais savoir pourquoi il est important pour la biodiversité forestière et en plus, quel rôle joue la participation communautaire pour la sensibilisation du public dans la préservation du mérine de Preston. Merci. Ouais, c'est effectivement une bonne question. En soi, les espèces d'intérêt communautaire ou les autres espèces, toutes sont importantes. Il faut, à mon sens, toutes les étudier, toutes les préserver, toutes les protéger. La seule chose, c'est que pour travailler sur un sujet, il faut, comme tout, il faut du financement. Et les espèces d'intérêt communautaire donc, sont régies par la directive Habitat et l'annexe 2 pour être précis. Et donc, ces espèces-là permettent d'obtenir plus facilement des financements dans le cadre Natura 2000 pour travailler dessus. Donc, le murin de Bechstein est effectivement dans la directive Habitat et l'annexe 2, parce que ces populations sont en déclin et qu'il y a très peu de connaissances sur cette espèce. Et donc, dans ce cadre-là, elle a été inclue dans cette directive, et ce qui permet d'améliorer les connaissances sur cette espèce. Merci. Benjamin, vas-y, on a le temps pour une dernière question, c'est parfait. Du coup, moi j'avais une question par rapport aux stratégies ou aux moyens pour préserver le murin, autre que la gestion forestière. Est-ce que, par exemple, favoriser les mares ou le vieux bois, est-ce que ça permet au murin de rester à l'endroit et voilà. Euh, Effectivement, donc déjà, il faut savoir que là, je vous ai parlé qu'une toute petite partie de la vie du murin de Bechstein et que la partie estivale, un cycle complet de vie de la chauve-souris, c'est plus complexe que ça. Et par exemple, déjà, sur d'autres périodes comme la période de transit automnal et la période de transit printanier, l'espèce peut sortir de la forêt. Donc, il faut aussi des continuités écologiques autour de la forêt qui lui permettent de faire son cycle complet. Et en dehors de la gestion forestière, pour répondre à ta question, effectivement, toutes les chauves-souris ont besoin d'eau pour boire. Donc, c'est un critère important. Donc, des mares accessibles sont effectivement pertinentes. Des îlots de vieux bois ou de bois mort sont aussi pertinents. Mais là, le bois mort, par exemple, c'est parce que du coup, si tu as une grosse zone de bois mort, tu as probablement un puits de lumière et aussi plus d'insectes. Et donc, c'est une zone qui est plus favorable au murin de Bechstein qui chasse. Et, euh, et donc après, les îlots de vieux bois de sénescence qui permettent d'augmenter la proportion de gîtes. Donc oui, il y a d'autres choses à mettre en place en plus de la gestion. Ok, merci.